Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 19 juin 2025 à 22h49. Alors ce soir, bon ben comme hier, je voudrais vous parler un petit peu faire le point sur tout ce qu'on entend à droite et à gauche sur le conflit qui occupe le Moyen-Orient, qui embrase le Moyen-Orient et revenir un petit peu sur les causes, enfin les causes de ce conflit en quelque sorte, bien que notre président bien-aimé ait déclaré que Israël se devait de se défendre, nous, nous avons assisté donc à une inversion complète des valeurs et des causes et des effets, comme il en a l'habitude, hein, parce que depuis qu'on le connaît, pour lui, la liberté, c'est l'esclavage, hein. Et l'esclavage et c'est du Orwell tout craché. Donc, bon, personne n'écoute plus ce qu'il raconte. Alors, on va passer sur ce qu'il a dit, parce que c'est nul et non avenu et ça n'a aucun intérêt. Non, moi, je voudrais revenir quand même un peu sur l'histoire, quand même, parce que bon, Israël, a pris, donc, pour prétexte de son intervention, le fait que l'Iran avait la bombe atomique, ou était presque, c'était demain, quoi. Demain, il allait l'avoir, peut-être dans la nuit, et on allait la recevoir sur la figure. Donc, c'est un argument qu'il a employé. Ça fait, en gros, 30 ou 35 ans qu'il emploie le même argument. On se souvient de la bombe dessinée, la petite bombette, bobinette, là, de dessin animé, là, qu'il avait montré, je sais plus où, à l'ONU, je crois. Et puis c'est mimique, attristé, et c'est un excellent comédien, hein, comme beaucoup de la plupart des hommes politiques d'ailleurs. Donc cet argument est complètement caduque et complètement faux, d'autant qu'il a été infirmé, bien évidemment, par la l'AIEA au départ pendant très longtemps, laquelle AIEA, après, juste avant l'intervention d'Israël, c'est méjugé, quoi, parce que bon, ben, elle a eu des ordres et des instructions, et elle a dit ce qu'il fallait dire, quoi. C'est-à-dire, et encore, c'était pas très, elle s'est pas trop mouillée. Elle a dit que elle ne pouvait pas affirmer que l'Iran n'avait pas ou n'enrichissait pas l'uranium ou n'œuvrait pas pour l'enrichissement de l'uranium. Elle ne pouvait pas l'affirmer, mais bon, elle, en- elle en doutait, quoi. Au lieu de dire elle pouvait pas affirmer que, que l'Iran faisait l'enrichissement, elle a dit non, je peux pas affirmer qu'il n'en fait pas. Bon, enfin, c'était ce qu'il fallait faire. L'Israël, bien sûr, en accord avec eux, a sauté sur l'occasion pour faire cette intervention qui était vraisemblablement préparée depuis de longue date, hein, presque plus d'un an certainement, en, en accord avec les États-Unis, bien évidemment. Donc voilà. Donc le problème qui se pose d'une part, c'est que est-ce que les États-Unis, vraiment, Trump particulièrement, est-ce qu'il était vraiment au courant de tout ce qui se tramait depuis longtemps? Alors bon, on peut le penser parce que il y a eu le problème des négociations. Trump était en cours de négociation avec l'Iran. Il avait dit à un moment donné que les négociations avançaient. Il avait demandé à l'Iran de ne pas procéder à l'enrichissement militaire de l'uranium.
Bon, tout ça, ça semblait partir dans une bonne voie. Et puis brutalement, il semblerait il ait accru ses exigences envers l'Iran en leur demandant de ne plus enrichir du tout l'uranium, c'est-à-dire à les priver d'uranium de nucléaire civil. C'est-à-dire les centrales électriques, etc., tout ce qui est civil et utilise l'énergie nucléaire. Donc, bien entendu, ça est d'une part à l'encontre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires dont l'Iran fait partie, que l'Iran a signé, bon, alors que les États-Unis s'en sont retirés. Et dans ce traité, il y a une clause qui dit que c'est un droit inaliénable pour chaque État de procéder d'avoir une énergie nucléaire civile. Donc Trump allait au-delà et bien sûr rentrait dans une exigence dont il savait que l'Iran n'accepterait pas. Donc on voit déjà la duplicité de l'opération. On voit déjà que Trump ne voulait pas que les négociations aboutissent et voulait les faire traîner. En outre, il a donné à l'Iran un délai de 60 jours pour accepter ces exigences inacceptables. Et bon, et au bout de 60 jours, au 61e jour, il y a eu l'intervention, l'attaque illégale et une attaque brutale de l'Iran. Alors, nous avons assisté à cette attaque qui a fait des dégâts, beaucoup de dégâts, mais d'après ce qui apparaît, avec toutes les vidéos qu'on voit et toutes les analyses, il apparaît que cette attaque n'a pas eu l'effet escompté par Israël et par les États-Unis. D'une part, les installations d'enrichissement d'uranium qui sont enterrées dans les montagnes à des profondeurs importantes, je crois on parle de 90 mètres, n'ont pas été touchées, uniquement les installations en surface ont été touchées, donc il y a eu des dégâts là-dessus, et les installations de missiles semblent ne pas aller, peut-être quelques installations de missiles ont été détruites, mais vraisemblablement le plus gros des missiles, qui sont entreposés également souterrains, n'ont pas été touchés. Et nous avons assisté à des frappes iraniennes sur Israël extrêmement destructrices et qui, de plus en plus, au fur et à mesure de ces attaques, nous assistons à des réussites, une efficacité de plus en plus grande. C'est-à-dire que le bouclier, le fameux bouclier de fer israélien, devient de plus en plus inefficace et de plus en plus coûteux parce que, d'après ce que je crois savoir, il leur faut lancer 4, 5, 6 missiles intercepteurs pour un missile iranien. Et ces missiles intercepteurs ont des valeurs extrêmement importantes. Ça se chiffre par centaines de milliers de dollars, et quelquefois des millions de dollars. Bon, donc on en est là. On arrive à des dégâts de plus en plus importants. Tel Aviv, Haïfa, les centrales électriques, même dans le Negev, la centrale nucléaire semble avoir été touchée. Des immeubles entiers sont effondrés, des morts, il y a vraiment un- une désolation qui apparaît sur Israël, qui commence à ressembler un peu à celle que les Israéliens infligent depuis presque un an à Gaza. On serait tenté de dire, c'est le juste retour des choses. Mais bon, la guerre, c'est jamais
C'est jamais très joyeux et c'est jamais à souhaiter, quelle que soit les belligérants. Donc on en est là. La question maintenant qui se pose, la question fondamentale, est bien sûr, quelle va être l'attitude des États-Unis? Alors depuis donc l'intervention du 13 juin, nous sommes donc le 19, ça fait bientôt une semaine, ça fait 6 jours, 7 jours. Les États-Unis, pour le moment, n'ont pas beaucoup bougé. Il y a eu des mouvements de bateaux, de la flotte des États-Unis qui s'est massée au large de l'Iran. Il y a eu une trentaine de ravitailleurs qui ont fait mouvement sur l'Europe, puis ensuite refait mouvement sur le Moyen-Orient. Bon, il y a eu des déclarations de Trump, comme à l'habitude, contradictoires, et on ne sait pas trop quelle sera l'attitude de Trump, des États-Unis. Alors, ce qui est à remarquer, d'après ce que j'ai compris, la dernière intervention de Trump il semble qu'il ait dit, je prendrai une décision dans une semaine. Alors, à mon avis, dans une semaine, si on en juge la force de frappe des Iraniens et le fait qu'ils aient dit qu'ils n'avaient pas encore utilisé les derniers missiles les derniers missiles, derniers missiles modernes, quoi, les plus modernes et les plus destructeurs qu'ils possèdent, ils les ont pas encore utilisés, donc ça augure rien de vraiment bon pour Israël. Donc, à mon avis, si on attend encore une semaine, si Trump attend encore une semaine, Israël sera à genoux, hein, il sera complètement détruit. Peut-être, alors je me pose la question, Trump ne joue-t-il pas un double ou triple ou quadruple jeu, hein, parce que, en fait, n'essaye-t-il pas de ménager, d'essayer en apparence de défendre Israël, parce que il est pieds et poings liés par l'État profond en, aux États-Unis, qui est très puissant et qui semble reprendre des poils de la bête, euh, bon, là, en même temps, d'après ce que je crois savoir, sa campagne présidentielle a été financée pratiquement en totalité par le lobby israélien, par le lobby juif aux États-Unis. Euh, donc, il est certainement lié d'une façon ou d'une autre, hein, par l'argent, peut-être aussi par des secrets, par des petits chantages. Bon, quand on est à son niveau, dans les affaires, etc., on n'est certainement pas tout blanc, hein. On a certainement des choses qu'on a faites qui sont plus ou moins avouables. Bon, enfin, ceci dit, il est certainement tenu et il doit faire attention à ménager tout ça. C'est extrêmement difficile pour lui et aussi par son électorat. On voit que J.D. Vance, Tulsi Gabbard, la patronne du renseignement, a rué dans les brancards. Enfin, elle a dit que selon elle et les renseignements qu'elle possédait, qu'on lui avait fournis, elle est quand même patronne des renseignements de la CIA et tout ça, qu'elle dirige, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on lui tire pas dans le dos, hein. Mais bon, elle a dit que, d'après elle, les renseignements qu'elle avait montraient que l'Iran n'avait en aucune manière ne travaillait en aucune manière pour enrichir l'uranium en tant qu'enrichissement militaire. Et que, bon, il n'avait nulle envie de le faire. Il faut quand même souligner aussi qu'il y a eu une fatwa, que Khomeini, à l'époque, je ne sais plus, en 79, je crois, avait dit qu'il n'était pas question de travailler pour construire une bombe atomique, hein. C'était totalement à exclure.
Donc Trump, devant l'affront de son électorat, de ses adjoints, des gens qu'il soutenait, bon, essaye de tromper un peu, à mon avis, de s'en sortir en essayant de tromper un peu l'Israël, en leur faisant croire qu'il va intervenir peut-être, et puis bon, essayant de trouver une solution, en attendant, patientant, en tergiversant, et lorsque Israël sera bien affaibli ou complètement à genoux, il est peut-être espère-t-il pouvoir les convaincre de négocier avec l'Iran. C'est une option à prendre. C'est une option que je privilégie en ce qui me concerne, parce elle est porteuse d'espoir. Mais il y a d'autres, bien sûr, d'autres options où Trump va réagir brutalement comme il en a l'habitude et va déclencher une opération directe des États-Unis. Alors là évidemment, on est devant l'option guerre mondiale, hein. Parce que la Russie, quand même, qui est assez actuellement euh, modérée dans ses interventions, dans ses paroles, dans ses positions, comme la Chine d'ailleurs, euh, a dit que bon, bah, s'il y avait une intervention directe, elle fera en sorte d'appuyer de toute façon, d'appuyer l'Iran, mais est-ce qu'elle interviendra directement aussi? Elle l'a pas dit. Je pense pas qu'elle l'ait dit. Donc, mais enfin, on irait alors quand même vers un engrenage, hein. Et est-ce que Trump a aussi la possibilité il semblerait que le Congrès américain, il y a des motions hybrides, c'est-à-dire motions bipartisme, démocrates républicains qui se mettent ensemble d'accord tous ensemble pour faire une motion contre l'intervention. Ce qui se permettrait à Trump, dans ce cas-là, s'il avait une motion du Congrès qui lui interdise de déclarer la guerre, bon, ben, ça lui permettrait de s'en sortir vis-à-vis d'Israël. Bon, dans ce cas, on a encore l'option sous faux drapeau, l'intervention d'Israël qui irait, ferait couler un bateau. Il y a limite là, un vieux porte-avions qui va partir à la ferrage, je crois, dans un an, qui est dans les eaux actuellement au large de l'Iran, qui ferait bien l'affaire, hein, qui pourrait être détruit par un missile israélien qui serait donc euh, pris comme un missile iranien et qui permettrait donc à Israël de dire à Trump, vous voyez, là, maintenant, faut intervenir, hein. Vous avez vous avez un prétexte en or, là, hein. Alors, voilà, on en est là. Ben, on ne peut que prier, hein, prier pour ceux qui sont croyants, même les autres, on ne sait jamais, hein, ça peut toujours servir. On peut toujours prier, il faut prier pour que les gens redeviennent raisonnables et arrêtent de s'entretuer parce que en fait actuellement il y a des gens qui meurent sous les bombes. Bon, vous me direz, il y en a toujours eu pratiquement, hein, dans cette région. Il y a toujours eu des conflits. Bon, bah, peut-être est-ce l'occasion maintenant qu'Israël va certainement être à genoux pour un moment, là. Et peut-être deviendra-t-il raisonnable, et peut-être arrivera-t-il à renverser, enfin à renverser Netanyahou, oui, à changer de gouvernement, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait le véritable objectif d'Israël vis-à-vis de l'Iran, c'était avant tout de renverser le gouvernement des ayatollahs. Bon, on le voit, ils ont donc assassiné et ciblé les têtes militaires et les têtes politiques, mais surtout les têtes militaires. Et, et d'après ce que j'ai entendu,
dans les analyses, en Iran, il y a un conflit politique depuis plus d'un an entre une sorte de la bourgeoisie iranienne, marchande, quoi, le bazar en quelque sorte, les gens, la bourgeoisie puissante, l'ancienne bourgeoisie, dont les sanctions on les ont rendues, leur, leur, euh, leur permettent plus de commercer, de s'enrichir, ils ne leur permettent plus de la puissance qu'ils avaient avant, leur permettent plus de jouer un rôle, le rôle qu'ils avaient auparavant. Et par contre, les militaires, les, comment dire, le gardien de la révolution, là, eux, ça leur profite, tous ceux qui sont à la tête de ces organisations militaires, semble-t-il, s'enrichissent et c'est eux qui ont le pouvoir. Donc il y aura un conflit interne politique et assez violent et ce qui expliquerait donc que l'infiltration énorme que le Mossad a réussi à faire pour pouvoir assassiner et tuer les dirigeants avec leurs drones. Il y avait des usines de drones clandestines, etc. Donc tout ça, c'est aussi complexe à l'intérieur de l'Iran. Et Israël, bien sûr, le Mossad est en pleine connaissance de cause de la situation interne de l'Iran, qu'il a certainement lui-même euh, accru et peut-être même initié, hein. Donc, le Mossad et Israël, connaissant cette situation, essayent d'en profiter, essayent de renverser les ayatollahs et de mettre un gouvernement qui soit à leur botte. Que d'ailleurs, on a vu une petite vidéo de, je crois que c'est le fils de Reza Pahlavi, je me souviens très bien de Reza Pahlavi, du Shah d'Iran, hein. À mon âge, je m'en souviens très bien. Et quand il a été renversé ensuite, mais à l'époque, je me souviens de la SAVAK, quand on parlait de la SAVAK, du service de renseignement, de la police politique du Shah, c'était quelque chose de terrible, hein. Les opposants étaient torturés d'une manière invraisemblable. Enfin, c'était un régime affreux, c'était un régime vraiment de terreur, quoi. Mais bon, il était à la botte des Américains. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai appris, il semblerait que ce soit les Américains qui aient renversé le chat, hein. Bon, on se demande, enfin bon, c'est un peu complexe encore cette histoire. Bon, donc de toute façon, maintenant, ce serait son fils qui serait prévu, quoi, pour remplacer les ayatollahs et pour prendre le pouvoir, quoi. Donc, on essaye de remettre un chabis, quoi, sur le trône, quoi, voilà. Alors, on en est là. Qu'est-ce qui va se produire? Eh ben, on attend, en espérant que les choses vont se calmer et que on va retourner, on va arriver à des pourparlers et à peut-être une meilleure une vue un peu plus raisonnable d'Israël dans le Moyen-Orient, qui aura peut-être pris conscience que ces rêves de messianique, de domination de toute la zone et de domination des voisins qui l'entourent par les guerres, par les assassinats, par les opérations de coups de poing, etc., était peut-être révolu qu'il fallait essayer de vivre en bonne harmonie. Bon, j'y crois pas trop, mais bon, on peut toujours rêver. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée et j'attends vos commentaires et peut-être à demain. Au revoir.